je m'appelle Nissim Dor. J'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup interpellé. Le titre que je donnerai à ce cours-là, c'est l'échec du mariage dans la société moderne, ou dans la société occidentale. Il y a un phénomène qui m'a énormément interpellé, qui m'a beaucoup fait réfléchir, un certain paradoxe qu'on peut se demander sur le mariage tel qu'il est conçu par la société moderne et son échec ou ses réussites. C'est le paradoxe suivant. Dans les sociétés occidentales modernes, ce qu'on peut appeler, on voit que la relation entre les hommes et les femmes, elles sont énormément encouragées. On voit une mixité qui commence depuis l'école, qui ne s'arrête pas, un encouragement et un laxisme de la société dans les relations entre hommes et femmes, et principalement par rapport au sujet du mariage, on peut voir énormément de gens qui sont connus une longue période avant le mariage, ça peut être 5 ans, 6 ans, et ils se marient, et après le mariage, ils se retrouvent en train de divorcer. Ce qui est assez intéressant, c'est que, a priori, ces gens-là, le paradoxe qu'on peut retrouver, c'est que ces gens-là qui ont vécu ensemble, qui sont connus, ont normalement pris leur décision sur une base assez solide. Ils ont à peu près vu, ils auraient pu changer de partenaire, ils auraient pu voir autre chose, mais après une connaissance approfondie de 5 ans, 6 ans, ils ont décidé de se marier, et donc la décision, elle est basée, a priori, elle est basée sur quelque chose de solide, sur une connaissance approfondie. Donc ça, c'est un peu une contradiction, puisque des gens qui se connaissent tellement bien, comment ça se fait que des fois on peut retrouver que très peu de temps après le mariage, ils se retrouvent en fait en divorce. Parallèlement, paradoxalement, dans des sociétés où la mixité n'est pas encouragée. On peut prendre en exemple la société juive orthodoxe, dans ces groupes où la mixité n'est pas encouragée. Au contraire, les hommes et les femmes sont séparés jusqu'au jour où les personnes elles-mêmes se jugent capables de vouloir se marier, jugent qu'ils sont arrivés au moment où ils veulent se marier. Alors là, à ce moment-là, les rencontres se passent. Et généralement, c'est des rencontres qui durent pas plus que... Elles sont pas plus que 3-4 fois, pas plus que 3-4 rencontres. Et malgré tout, on voit un taux de divorce moins important dans ces sociétés par rapport à la société moderne. Dans la société moderne, les taux de divorce sont énormes. On peut arriver dans des sociétés, par exemple dans la société américaine, à 1 cas sur 2, jusqu'à 1 cas sur 2. Et tandis que, évidemment, dans les sociétés que je mentionnais plus haut, ça veut dire que je viens de mentionner, c'est-à-dire la société, par exemple, juive orthodoxe, on peut prendre ce cas comme exemple, les taux de divorce sont généralement moins importants, peut-être qu'ils tournent autour de 10-20%. Donc, on a une question déjà, comment ça se fait que des gens qui se sont connus, qui se connaissent, et qui se marient à partir d'une décision basée, se retrouvent après quelques temps après le mariage. On peut voir des cas, on peut rencontrer beaucoup de cas comme ça, où ces gens-là divorcent, et parallèlement et paradoxalement, dans les autres sociétés où les gens ne se connaissent pas, où ils n'ont pas le temps de prendre une décision, comme on a dit, assez solide, puisqu'ils se sont vus 3 ou 4 fois, on retrouve des taux moins importants. Ça aurait dû être inverse. Alors c'est cette question que j'aimerais analyser. J'aimerais essayer de donner une explication, et ça peut nous aider aussi. C'est quelque chose, la réponse qu'on va essayer de proposer, c'est quelque chose qui peut nous servir aussi pour les mariés comme les non mariés, comme les célibataires. Yaakov Avinu, avant sa mort, réunit tous ses enfants, et Yaakov Avinu, c'est un des patriarches. Il y a Abraham, il y a Yitzhak et Yaakov, un des patriarches. Avant sa mort, il réunit tous ses enfants et les bénit chacun selon ses capacités. On encourage les capacités particulières de chacun. Quand il arrive à Issachar,
Yaakov le bénit dans les termes suivants. Issachar chamor garem, rovetz venaim shpetaim, vayar minucha kitov vetaret kinaema, vayet shichmo lisbol, vayi lema sovet. Alors j'essaie de traduire à peu près au sens littéral du terme. Issachar chamor garem, Issachar c'est, Yaakov dit à Issachar, c'est un âne osseux, ça veut dire, il dit de Issachar, c'est un âne qui est, il le compare à un âne robuste. Rovet Zanesh Shpetaim, ça veut dire qu'il campe entre les frontières, c'est-à-dire qu'il est toujours entre deux travaux. Donc on continue. Vayar Minucha Kitov, Yaakov dit à propos de Issachar, Vayar Minucha Kitov, il a vu que le repos c'est quelque chose de bien. Ve'etaret Kinaema, il a vu que la terre, c'est quoi la terre? C'est a priori les plaisirs mondains. Kinaema, ce sont des choses agréables. Vayet Shirmo Lisbol, Vayi Lema Soved. Vayet Shirmo Lisbol, ça veut dire il a penché son épaule pour porter encore plus fort. Vayi Lema Soved, et il devient tributaire de ses frères. C'est-à-dire qu'il se met aussi à travailler pour ses frères. La question qui se pose, c'est que Yaakov dit de Issachar qu'il voit le repos comme quelque chose de bien. Vayar Menucha Kitov, on a dit. Il dit sur lui, c'est quelqu'un. Alors il y a un peu de contradiction. Il dit sur lui d'un côté que c'est comme un âne c'est quelqu'un qui est fait pour le travail, qui veut travailler. Et après il dit encore, il dit maintenant, il passe maintenant à quelque chose a priori qui est inverse. Il dit Vayar Menucha Kitov, il a vu que le repos c'est quelque chose de bien. Ve'et haaretz kinaema, et que la terre, on a dit peut-être les plaisirs mondains, c'est quelque chose qui est agréable. Vayet Shirmo Lisbol, Vayi Lema Soved, il voit que le repos c'est quelque chose de bien, et donc il décide par conséquent de se mettre à travailler. Si quelqu'un voit que le repos c'est quelque chose de bien, de bon pour le corps, alors on ne se met pas à travailler, on se repose. Donc c'est quoi la question de... C'est quoi le cause-conséquence qu'on a dans le pasouk? Quelqu'un il voit que le repos c'est bien, le pasouk il nous dit, et de par ce fait, il se met à travailler. Au contraire, quand quelqu'un voit que le repos c'est bien, il ne se met pas à travailler, il se repose. Alors il y a des commentateurs qui expliquent que Vayar Menucha, le repos, ici on parle du repos de l'âme. Après les 120 ans, un homme il arrive au monde futur et il a ce qu'on s'appelle le Gan Eden, c'est le Olam Haba, le monde futur, comme on a dit, c'est-à-dire qu'il reçoit une part spirituelle qui est conséquente par rapport au fruit de l'effort qu'il a travaillé ici-bas. Ve'etaretz kinaema, la terre, c'est quelque chose d'agréable, ça veut dire que la terre aussi, c'est comme ce serait aussi selon cette explication, quelque chose qui symboliserait la part du monde futur. Et donc puisqu'il a vu que le repos, après les 120 ans, c'est le but de chaque homme il est sur terre pour arriver après les 120 ans, au monde futur, et recevoir une part en conséquence du travail qu'il a mis, donc il s'est mis, Vayet Shirmo Lisbol, il s'est mis à travailler ici. Mais, ça c'est une explication. Mais il y a beaucoup de commentateurs qui veulent dire que non. Que la Menucha, c'est quelque chose de... La Menucha ici dont fait l'allusion le Passouk, on ne parle pas d'un repos qui est après les 120 ans, et là on parle d'un quelque chose de très terrestre, de très terre à terre. C'est-à-dire que il faudrait ici en fait traduire le mot Menucha, non pas par repos, mais par sérénité. On va essayer d'expliquer par une image. Il y avait un jour une histoire, on va essayer d'illustrer ça par une histoire. Il y avait un jour quelqu'un qui est parti visiter des camps d'entraînement de soldats, des camps militaires, où les soldats s'entraînaient. Il est passé là-bas, il a dit c'est intéressant, on va regarder ce qui se passe, comment ça marche. Et il voit des soldats qui courent, qui rampent, qui sautent, qui travaillent, qui font des kilomètres avec des poids sur le dos, avec des sacs très lourds. Et cette personne-là s'interroge, se dit c'est bizarre, pourquoi ils font tout ça? Alors il s'approche du général, du commandant du camp, et il lui demande pourquoi ces soldats ils travaillent tellement dur. Alors le commandant il lui explique, il lui dit c'est très simple. Il lui dit, imagine-toi
que bientôt une guerre éclate. Il faut que ces soldats soient prêts. Alors lui demande, mais quel rapport? Comment le fait que vous les faites baver maintenant, vous les fatiguez, vous les crevez, ça les prépare après? Il dit, ils doivent s'entraîner. Il lui dit, alors le passager, il dit au commandant, il dit, moi, je comprends pas, ça devrait être l'inverse. Si vous les fatiguez maintenant, quand ils vont arriver sur le champ de bataille, ils vont avoir aucune chance de réussir, ils seront vraiment fatigués et éreintés. Moi, je propose au contraire. Des soldats, il faut les préparer avec du repos. Vous les mettez dans un camp qui est à côté de la plage, ils peuvent tous les jours aller bronzer, ils peuvent tous les jours aller à la piscine, tous les jours aller à la mer, profiter, comme ça ils se détendent. Et puis le jour où vient la guerre, alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On les jette on les met dans le champ de bataille, ils sont bien reposés, frais, et là ils vont réussir à combattre comme il faut. Mais maintenant, vous les fatiguez, vous les mettez à plat, quand ils vont arriver au champ de bataille, ils vont s'écrouler. Alors le général, il rigole, il lui dit, mais tu dis n'importe quoi. Il lui dit, écoute, c'est quoi la guerre? La guerre, c'est la difficulté. Si une personne, elle s'est jamais habituée à combattre la difficulté, à surmonter une difficulté, au moment où elle va la rencontrer dans sa réalité, elle va s'écrouler. Elle va pas tenir. Quand maintenant ces soldats ils s'entraînent à la difficulté, ils s'entraînent à surmonter la difficulté qui vont arriver dans leur réalité après. Ils seront prêts à affronter une difficulté, à réfléchir de sang-froid à comment la surmonter, et ils auront des chances de gagner la guerre. Mais s'ils ont été toujours habitués à la facilité, à la détente, c'est vrai que peut-être physiquement ils vont arriver très très détendus. Mais mentalement, au niveau de la capacité à réfléchir d'une manière sereine, d'une manière froide, ils vont être incapables de surmonter n'importe quelle difficulté qui va se présenter à eux. C'est pour ça que moi je dois au contraire les entraîner à la difficulté, comme ça ils savent c'est quoi, et à partir de là, quand ils vont arriver en guerre, on va leur donner la chance. Ils auront cette chance-là de pouvoir gagner la guerre. Pour revenir à notre pasouk, Vayar Menucha Kitov, il a vu la Menucha, c'est pas la Menucha, le repos. Ce serait une mauvaise traduction. Et là, Vayar Menucha, c'est la sérénité. Un homme, il a besoin d'être serein. Ça n'existe pas un homme sur terre qui ne traverse pas une difficulté. Chaque homme sur terre traverse une difficulté, jusqu'à que Chachamim, nos sages nous disent qu'il n'y a pas un homme qui peut témoigner sur lui qu'il est ici-bas dans ce monde-là, que pour profiter d'ici, parce qu'aucun homme n'a passé une vie qui est pleine de plaisir, sans aucune épreuve, sans aucune difficulté. Pour un, ça peut être son travail, pour l'autre, ça peut être ses enfants, pour l'autre, troisième, ça peut être sa femme. Chacun, il va traverser une difficulté, chacun, il traverse. Dans la réalité, aucun homme ne peut prétendre sur lui qu'il a vécu une vie sans difficulté, sans épreuve, et suivi une vie remplie de facilité, remplie de détente. Et donc, Issachar, c'est quelqu'un qui a eu cette intelligence-là. Et Jacob, il le bénit, il lui dit, je vois que tu es quelqu'un qui aime le travail, et tu es quelqu'un non seulement qui aime le travail, mais qui a regardé la vie d'une manière intelligente. Et donc tu as vu que la sérénité c'est quelque chose de vital. Vayar Menucha Kitov. Tu vois que la sérénité c'est quelque chose de bien. Vayet Haaretz Kinaema, Vayet Shirmul Isbol. Tu te dis, comment je vais passer la vie d'une manière tranquille, d'une manière sereine? C'est en me mettant maintenant à travailler, en me mettant mentalement, en prenant conscience que la vie elle a des difficultés, en s'entraînant à la difficulté, en s'entraînant au travail. C'est comme ça que lorsque la difficulté elle va arriver, je pourrai la braver, je pourrai la surmonter de manière sereine. Si je suis conscient que la vie, il y a des difficultés et que je m'entraîne à la surmonter, je pourrais la braver, je pourrais vivre une vie de manière sereine. Pour revenir maintenant à la question, on s'est un peu interrogé sur un phénomène de société, on s'est un peu interrogé comment ça se fait qu'il peut y avoir des couples qui se connaissent, qui ont vécu ensemble. Il n'y a presque aucun couple, on peut dire, dans la société moderne qui s'est marié après 3 ou 4 rencontres, ça n'existe pas, pratiquement pas.
Et après des connaissances prolongées, une connaissance commune prolongée de 5 ans, 6 ans, ils se marient et on arrive au divorce. Comment c'est possible? Alors, à la lumière de ce qu'on vient de dire, je pense qu'on peut trouver un certain éclairage, une certaine réponse. C'est que des gens qui se sont mariés, qui se sont connus d'une manière désengagée. Ça veut dire que lorsque on se connaît et qu'on ne se marie pas, mais qu'on est ensemble, ça veut dire en fait qu'on est là, si c'est bien, si ça nous arrange, puisqu'on n'a pas décidé de se marier, donc on est ensemble tant que ça va, tant que c'est bien, tant que c'est agréable d'être ensemble. Et on a été habitué à voir la vie commune que sous la lumière de la facilité, on va dire que sous l'éclairage de la facilité. On n'a pas voulu, on s'est pas imposé un choix. Et là, on l'a pris que dans le côté facile, la décision d'être ensemble. Lorsque maintenant ces deux personnes vont se marier, et le mariage par essence, c'est un engagement, c'est donner l'un pour l'autre. Alors là, on n'arrive plus à tenir. On peut arriver à des situations où les gens divorcent. Pourquoi? Parce que les gens jusqu'à présent étaient dans une autre position l'un vis-à-vis de l'autre. Chacun était dans une position où il prenait de l'autre. C'était bien pour lui, c'était amusant, c'était ce qu'il lui fallait. Et maintenant, lorsqu'on se marie, on ne peut plus faire ce qu'on veut. On s'engage automatiquement, ça veut dire qu'on doit maintenant changer de position. D'une position où on était là plutôt à prendre, on doit passer à une position inverse. Se donner, s'engager. Et l'homme qui s'est habitué à vivre une vie de facilité n'arrive pas à reprendre le chemin inverse, n'arrive pas dans sa tête à se dire que maintenant c'est différent. Et donc il arrive, même inconsciemment, à l'échec. Il se dit, mais attends, il commence à se dire, mais est-ce que c'est bien la bonne personne qu'il me faut? Peut-être je me suis trompé pendant 5 ans, 6 ans, mais peut-être il ne s'aperçoit pas qu'en fait, ce qui a changé avec cette personne, c'est pas des choses qu'il n'avait pas compris ou pas vues avant. Et là, c'est la situation de la relation, c'est la position qui a changé, sa position qui était chacun vis-à-vis de l'autre, bien évidemment, qui était une position de prendre, on va dire, un peu d'égoïsme. Et maintenant, on est dans une position inverse où il faut donner, parce que c'est ça le mariage par essence, c'est donner.